On va se pencher avec aussi le colonel Goya, avec Xavier Giacomoni, présentons tout le monde, sur l'interview choc donnée par le président Zelensky aux médias américains CBS News. Le président ukrainien annonce une grande offensive russe, dit-il, avant l'été, en mai ou en juin. Un président qui réclame plus que jamais de l'aide. Écoutons le président ukrainien. Nous avons stabilisé la situation. Cela va mieux qu'il y a 2 ou 3 mois. Mais nous disons à nos partenaires que la Russie prépare une contre-offensive, pour mai ou pour juin. Avant cela, nous n'avons pas seulement besoin de nous préparer, ni de stabiliser la situation comme certains s'en satisfont. Non, nous avons besoin d'aide, maintenant. On va prendre, avant de vous entendre, la direction d'Odessa, retrouver l'une de nos équipes, Hélène Bonnet et Camille Souhaut. Hélène, alors parfois l'opinion ou les déclarations des Ukrainiens sont fluctuantes. Vous avez pu rencontrer des hommes de terrain, des soldats qui reviennent du front. Que vous disent ces Ukrainiens qui combattent les Russes ? Oui, c'est un nouveau cri d'alerte qui est lancé par Volodymyr Zelensky lors de cette interview à la chaîne CBS. Il explique que l'Ukraine n'est pas prête à faire face à une offensive des Russes qui aurait lieu au mois de mai ou au mois de juin. Et c'est quelque chose qu'on vérifie depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois sur le terrain. Les soldats ukrainiens manquent de munitions, ils ne sont pas assez nombreux. Et ces dernières semaines, il y a une véritable course contre la montre pour construire des lignes de défense au nord, à l'est et au sud. Je discutais avec un soldat ukrainien qui a combattu il y a quelques mois vers Avdiivka. Il m'expliquait que les soldats sur la première ligne creusent ces tranchées à la pelle alors que les combats continuent. Et puis un petit peu plus en arrière, il y a bien des engins de chantier, mais ils creusent sous la menace permanente des drones russes qui sont de plus en plus nombreux. Alors dans ce contexte difficile, Volodymyr Zelensky l'affirme. Il dit que sans l'aide américaine, l'Ukraine perdra cette guerre et il demande de l'aide. Il la demande dès maintenant. Grand merci à Hélène Bonnet, à Camille Souhaut qui l'accompagne. Colonel Goya, est-ce que l'heure est si grave que ça ? Il s'exprime dans un média américain. Alors, c'est pas anodin non plus. Il a eu, il y a quelques heures auparavant, le directeur de la Chambre des représentants. Mike Johnson, exactement. Où il lui a dit, il y a une pression russe aérienne sans précédent. J'ai vraiment besoin de votre aide, même s'il y a des différends. Est-ce que là, on est arrivé à l'appel de la dernière chance ? Peut-être pas la dernière chance, mais en tout cas, il y a une dramatisation, mais qui est justifiée. Hein, mais il y a quand même, il y a une dramatisation disant, allez-y, maintenant, c'est le moment. Je ne suis pas certain que, en réalité, le front s'effondrera s'il y avait une offensive. De toute façon, il y a déjà une offensive. En réalité, ce que font les Russes, une offensive de grande ampleur, ils multiplient des actions de pression, de petites attaques. Ils essaient d'user, d'affaiblir l'armée ukrainienne en vue, peut-être, lorsqu'ils considéreront que l'armée ukrainienne est suffisamment affaiblie, lancer des choses peut-être plus importantes. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, quoi. La situation, comme le disait d'ailleurs Volodymyr Zelensky, elle tient malgré tout. Mais voilà, elle tient, mais elle tiendra aussi tant que l'aide sera là et que si les Américains en particulier continuent à bloquer. Oui, effectivement, ça risque de poser des problèmes quand même à long terme. Alors, peut-être pas mai-juin, mais à long terme, oui, ça posera des problèmes. Les Ukrainiens sont empêchés, il faut bien comprendre ça, ils sont empêchés de faire des choses importantes, ils sont empêchés de mener des opérations offensives, parce qu'ils n'ont pas de munitions pour ça, et les opérations défensives, oui, deviennent de plus en plus... Mais il dit que ça va mieux qu'il y a 2-3 mois quand même. On a stabilisé, mais ça va mieux qu'il y a 2-3 mois. Oui, c'est-à-dire qu'on était sous pression, c'était surtout la bataille d'Avdiivka qui était au cœur des problèmes. Là, ils ont rétabli d'une certaine façon une ligne de sécurité. Donc là, il faut pour les Russes relancer à nouveau, se préparer à de nouvelles attaques. Donc le front tient, mais il tiendra. Mais les Ukrainiens sont dans une posture où ils sont obligés de gagner du feu. Il faut jouer toujours sur 3 choses, les pertes, le temps, le terrain. Donc il faut sacrifier des choses. Donc ils vont peut-être sacrifier du terrain pour gagner du temps, en espérant que l'aide arrive rapidement, ce qui leur permettra de faire des choses un peu plus importantes. On le voit avec cette visite de Volodymyr Zelensky à Soumy dans les tranchées, position fortifiée. C'est une Ukraine qui se fortifie, qui attend, qui courbe l'échine, le dos, en attendant d'être enfin livrée en armes et en matériel. C'est ce que vous ressentez quand vous êtes sur le terrain ?
Oui, et ce que le colonel Goya dit, on le ressent en fait au quotidien quand on parle avec des soldats. Je vous donne un exemple. Je suis allée voir je parle régulièrement en fait avec des soldats qui ont été envoyés justement pour fortifier en deuxième ligne. Donc concrètement, c'est des gens lambda comme vous et moi qui ont été mobilisés et qui vont devoir creuser, faire des positions, mais qui sont quand même à 5 km de la ligne de front, donc ils sont à portée d'artillerie en fait. Et donc du coup ils sont constamment sous ces bombardements et ils doivent tenir les lignes, essayer de fortifier parce que là on a l'impression que l'Ukraine n'est plus en position de contre-attaque en fait, de récupérer des territoires, mais plutôt de faire tenir ce front-là. Et vous sentez comme une forme d'urgence en fait? Parce que ce sont des choses que les Ukrainiens auraient pu faire avant. On a souvent reproché aux Russes de l'avoir fait, mais c'est-à-dire que fort des fortifications, sous les obus, sous la mitraille, c'est pas forcément, avec des gens qui sont pas des militaires, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire. Après c'est compliqué parce que la plupart des gens en Ukraine qui sont des militaires n'étaient pas des militaires il y a 2 ans, donc c'est quand même des gens qui défendent leur pays. Après on sent l'urgence dans le sens où par exemple quand j'ai parlé récemment avec une Ukrainienne qui est médic, donc qui fait de l'évacuation en fait médicale, et elle me disait on n'a plus en fait chaque aide en fait aide qui est retardée pour elle, c'est et pour la plupart des Ukrainiens, c'est plus de bombardements le soir, c'est moins par exemple là les Ukrainiens demandent des patriotes. Il y a une énorme campagne de bombardement depuis quelques jours où quasiment tous les soirs en fait il y a des bombardements où les gens passent leur nuit dans la salle de bain ou dans le métro. C'est ça en fait, c'est que vous attendez derrière, vous entendez les bombardements, les sirènes, et vous savez pas, et les Ukrainiens n'ont pas forcément de quoi répondre pour protéger toutes les villes du pays. Donc en fait c'est très concret pour les Ukrainiens ce retard de l'aide ou cet arrêt potentiel de l'aide avec les élections américaines. Xavier, il y a quelque chose aussi qui a retenu mon attention sur ces 34 minutes d'interview, c'est qu'à un moment le présentateur lui dit mais vous avez besoin de beaucoup plus d'armement. Il dit j'ai envie de vous dire oui et non, oui, mais surtout j'ai besoin que les caractéristiques soient celles des Russes. Je vous explique, c'est-à-dire qu'eux ils peuvent tirer à plus de 20 km et nous non, on est toujours avant cette portée de 20 km. Oui, avant cette portée, et puis avec beaucoup moins de munitions. Aujourd'hui, on estime que le rapport feu entre les deux camps oscille entre 10 et 15 pour 1. C'est-à-dire que quand les Russes tirent 15 obus, toutes catégories confondues, les Ukrainiens sont capables d'en tirer 1, voire 2 de temps en temps. En fait, on a une situation qui paraît un peu, j'ai l'impression, en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis Avdiivka, on sent que les Russes n'avancent plus aussi rapidement. Alors là, il y avait une ville à conquérir. Donc ils ont mis le paquet, ils ont fini par la faire tomber, mais que là ils sont un peu sur la réserve en préparant la suite en fait, et que les Ukrainiens dans le même temps se fortifient, construisent les fameuses tranchées qu'on a vues, où on a vu le président Zelensky les inspecter. Ils pouvaient le faire que maintenant, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils espéraient encore pouvoir repartir à l'offensive. Ils étaient dans un état d'esprit où ils espéraient encore rapidement pouvoir reconquérir leur territoire. On se met en position défensive quand vraiment c'est un peu le dernier moment. Alors évidemment, Christophe a raison, ça se fait toujours dans des circonstances un peu dramatiques et chaotiques, mais a priori, il n'y a pas tellement de façon de faire autrement. Il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, le front s'étend aujourd'hui sur 1200 km. On a des rumeurs, il y a des informations qui fuitent, comme quoi les Russes voudraient continuer à s'en prendre à l'oblast de Kharkiv, voire même à la ville de Kharkiv. Le front pourrait s'étendre encore de 150, 200, 300 km. Et il y a un moment où les Ukrainiens auront énormément de mal à tenir un front aussi important, aussi long, qui pourrait monter à 1400, 1500 km, et où les Russes... Mais vous dites les Russes n'avancent plus. L'ISW nous dit quand même les forces russes ont gagné près de 100 km² de plus entre le 1er janvier et le 28 mars qu'au cours des 3 derniers mois. Donc ça avance quand même encore un peu. C'est justement ces derniers jours, ces dernières semaines, les gains sont de 1 km² par jour. Quand il y en a, il y a des jours où il n'y en a pas du tout, d'après les gens qui suivent ça de manière très précise sur les cartes, sur le terrain. Comme le disait le colonel tout à l'heure, la poussée, elle est continue. Elle ne se traduit pas par des gains spectaculaires qu'on peut... c'est même pas le trait du stylo sur la carte, si vous voulez, les gains que font les Russes aujourd'hui. Mais si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de livraison, notamment de munitions extrêmement rapidement... Et s'il n'y a pas de mobilisation aussi, c'est les deux facteurs. Alors il y a aussi la mobilisation, alors ça c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui,
la sensation que le point critique, ce sont vraiment les munitions. Là, on pourrait assister effectivement à une offensive russe qui pourrait, d'ici quelques semaines ou mois, aller beaucoup plus vite. Alors vous allez voir que s'il y a des doutes du côté ukrainien, il y en a de moins en moins du côté russe, notamment du côté des 1000 blogueurs que l'on retrouve sur le terrain. Document rare qu'on va vous diffuser. Alors on parle de Sloviansk, on parle de Kramatorsk. Bien évidemment, Kramatorsk pour les Russes revêt une importance toute particulière. On retrouvera dans quelques instants notre correspondant Jérôme Garot qui est à Moscou, parce que vous allez voir que l'opération militaire spéciale terminée. On parle de guerre, véritablement de guerre. Mais d'abord, écoutez ce témoignage de soldats russes, lui aussi sur le front. Salut à tous. Nous travaillons activement sur le front. L'une des zones la plus chaude se situe à l'ouest de Bakhmout. Ici, nos unités avancent, prennent chaque jour des territoires à l'ennemi. Elles détruisent un grand nombre d'équipements et de personnel. Les paras, les volontaires, tous travaillent activement. Chacun effectue sa tâche, détruit des cibles. Des progrès ont également été enregistrés dans la région de Donetsk et à Kupiansk. D'une façon générale, sur l'ensemble du front, nos hommes exercent une pression intense sur l'ennemi. Et chacun y contribue. En fait, c'est une grande avancée. Elle n'est pas rapide, mais ce qui devient évident, c'est que nous sommes plus forts que l'ennemi.